sur le plan matériel, mais il m'arrive souvent de n'acheter que le voyage et de voir une fois sur place, même si c'est à l'étranger, et même éventuellement dans un pays lointain, de voir comment ça va se passer. Je n'envisage pas de voyager en réservant à l'avance les hôtels, en ayant un itinéraire prévu. Et est-ce que quand vous voyagez, vous êtes très encombré de bagages, sacs, sacs à dos? Il faut dire que je voyage en camping-car. Alors je ne m'encombre pas de valises puisque c'est le camion qui porte tout sur son dos. Mais est-ce que vous êtes, parfois vous avez un comportement de voyageur particulier? Est-ce que vous êtes par exemple un voyageur agressif, un voyageur solitaire, un voyageur communicatif, un voyageur solitaire? Non, je trouve que, personne voyager seul, ça, je sais pas, non, j'aime pas bien. Je préfère voyager en famille pour pouvoir discuter justement des choses que l'on voit ou pouvoir partager ce que je découvre. Vous partagez cette vie? Bon, d'une part, je n'ai pas de famille, mais je crois que le voyage, être seul dans le voyage, c'est aussi une forme de volupté. C'est bien de voyager seul parce qu'on est plus disponible aux autres et puis on est a priori, on peut être un sujet de curiosité pour les autres ou un sujet d'intérêt qu'on n'est peut-être pas quand on est en groupe. Peut-être. Et est-ce que dans les voyages, il y a des comportements de voyageurs, des comportements de touristes, par exemple, qui vous exaspèrent, qui vous agacent? Oui. Oui, moi, il y a vraiment des gens qui m'horripilent. C'est d'une part ceux qui s'obstinent à manifester qu'ils sont étrangers, à parler dans leur langue pour bien se distinguer de la population, ceux qui portent des vêtements typiquement touristiques, des shorts ou des tenues légères dans des pays où ce n'est pas l'habitude vestimentaire. Dans les musées, par exemple. Ou dans les musées, le touriste remarquable m'exaspère. Et vous, monsieur? Moi, c'est surtout les gens qui salissent, qui souillent les emplacements, les criques, les endroits où l'on campe. Ça me gêne énormément. Merci beaucoup. Dossier 4, activité 11, les cartes postales. Les descriptions que vous allez entendre ont été inspirées par le texte figurant au dos de quelques-unes des cartes postales de Pérec. Lesquelles, à votre avis? Alors, je vois un paysage méditerranéen composé d'une pente rocailleuse avec peut-être un cabanon en pierre et quelques arbres un peu rabougris du style de ceux qu'on rencontre dans le Midi, et la mer en contrebas avec aussi le soleil couchant. J'imagine un paysage vu de la mer avec au loin des pyramides, Chichén Itzá par exemple, avec autour des plages de sable blanc immenses et qui s'étalent le long d'une côte couverte d'une végétation luxuriante. Alors sur celle-ci, il y a la mer bien bleue, très très bleue, et un grand contraste de couleurs entre la mer et des petites maisons blanches accrochées aux rochers. Le ciel aussi est très bleu, mais d'un bleu plus intense, la mer est plus verte. Et ce qui me frappe surtout, donc, c'est ce contraste de couleurs intenses, le bleu, le vert et le blanc. Au bord de la mer, donc, ces petites maisons accrochées, avec des toutes petites fenêtres. On imagine que les gens à l'intérieur ne veulent pas de tout ce soleil éclatant, qu'ils veulent garder un peu de fraîcheur. Alors c'est vert, c'est sombre, c'est plein d'arbres, ça évoque l'humidité et en même temps c'est un paysage romantique. C'est un paysage romantique comme on imagine les paysages romantiques allemands. Il n'y a pas de personnage, il n'y a pas de scène, c'est la nature à l'état brut. Alors je vois un paysage de falaises, des grandes falaises qui se finissent en plage qui donne sur la Manche. Et puis sur ces falaises, des grandes prairies d'un vert tendre, avec des vaches noires et blanches qui paissent.
Je vois aussi des touristes qui, par temps de pluie, viennent se promener sur la plage, à regarder la mer. Je vois une immense plage de sable blanc. Au premier plan, il y a quelques dunes. À l'arrière-plan, la mer est un peu grise. À gauche, il y a une baraque qui vend des frites. Tout près, quelques personnes sont allongées. Apparemment, il fait froid. Elles sont couvertes. Le vent semble souffler. Je vois la mer bleue, immense, profonde, et puis tout en haut, un petit village avec des maisons blanchies à la chaux, avec des toits en terrasse. Se promènent des petites vieilles dans la rue. Il y en a une qui est assise sur sa chaise, qui tricote, et voilà. Alors sur la gauche de la carte postale, on peut voir un jeu de boules. En fait, il y a deux jeux à l'abri à l'ombre de marronniers, et au bord des jeux de boules, il y a 3 tables en métal un peu rouillées. Il y en a 2 rouges et puis une verte. Et on peut penser à cause de la lumière et puis du personnage qui est sur la droite, qui est habillé en sombre, que c'est le midi. C'est un paysage méditerranéen. On voit à l'arrière-plan, donc on voit le café hôtel-restaurant qui s'appelle Chez Louisette, et on voit que c'est un tout petit café et même peut-être un hôtel avec 1 ou 2 chambres, puisqu'il y a 3 fenêtres seulement sur la façade qui laissent supposer que peut-être c'est même l'habitation de Louisette, puisque ça semble être le propriétaire, et qui loue 1 ou 2 chambres. Et c'est vrai que c'est un paysage ensoleillé, ça évoque le sud. Dossier 4, activité 16, décodage. Transcrivez intégralement ou partiellement le texte que vous allez entendre. Les voyageurs à pied, texte de Jean-Jacques Rousseau. Je ne conçois qu'une manière de voyager plus agréable que d'aller à cheval, c'est d'aller à pied. On part à son moment, on s'arrête à sa volonté, on fait tant et si peu d'exercice qu'on veut. On observe tout le pays, on se détourne à droite, à gauche, on examine tout ce qui nous flatte, on s'arrête à tous les points de vue. Aperçois-je une rivière, je la côtoie. Un bois touffu, je vais sous son ombre. Une grotte, je la visite. Une carrière, j'examine les minéraux. Partout où je me plais, j'y reste. À l'instant que je m'ennuie, je m'en vais. Je ne dépends ni des chevaux, ni des postillons. Je n'ai pas besoin de choisir des chemins tout faits, des routes commodes. Je passe partout où un homme peut passer. Je vois tout ce qu'un homme peut voir. Et, ne dépendant que de moi-même, je jouis de toute la liberté dont un homme peut jouir. Dossier 5, argent. Dossier 5, activité 4, échange. Écoutez attentivement. L'argent est-il un sujet tabou pour vous, dans votre famille, dans votre milieu, dans votre pays? Non, il n'est pas un sujet tabou, on en parle librement. On en parle librement, ça n'a jamais été un sujet tabou. Aviez-vous beaucoup d'argent de poche quand vous étiez enfant? Pas du tout. Je me rappelle, à l'âge de... Quel âge j'avais? J'avais 18 ans, 17 ans, j'avais 2000 lires par semaine. C'était rien du tout, 2000 lires par semaine, mais enfin, c'était comme ça. Non, pas du tout d'argent de poche, très peu. Qui tient les cordons de la bourse dans votre famille ou votre entourage? Non, c'est une gestion collective. C'est une gestion collective. 2 salaires arrivent à la maison, donc il faut les gérer. Alors chacun gère une partie du budget. Pour certaines dépenses, c'est un conjoint, d'autres dépenses, un autre conjoint, etc. Que faites-vous si vous trouvez un portefeuille plein d'argent par terre? Je le rapporte à la police en sachant d'avance que j'aurai toutes sortes d'embêtements. Ça m'est déjà arrivé. J'ai trouvé une fois un porte-monnaie, un portefeuille, qui a été mis dans ma boîte aux lettres. Et je l'ai rapporté à la police et j'ai eu toutes sortes d'embêtements, des sortes de questions. J'avais l'impression d'avoir été moi-même le voleur du porte-monnaie ou la personne qui l'avait égaré, perdu.
Est-ce que l'usage de la dot existe dans votre civilisation? Je sais pas. Non, ça existait bien sûr. Actuellement, ma civilisation, c'est-à-dire celle de l'Italie, d'où je suis originaire, il existait autrefois le système de la dot, disons, de notre génération. Non, on n'a pas connu ça. Il y avait par contre la tradition du trousseau pour les dames. Ah ça oui, dans ma famille, j'ai connu ça. Mes sœurs se sont mariées avec un trousseau. Quel est pour vous l'animal, l'objet qui symbolise le mieux l'esprit d'économie d'épargne? Je suis victime de la publicité, ce serait l'écureuil. Mais non, je me suis jamais posé la question. La fourmi, oui, mais c'est toujours on est victime bien entendu des traditions, des traditions littéraires. Êtes-vous partisan ou non du pourboire? C'est une convention sociale. Il est évident qu'à partir du moment où je sais d'avance que c'est le seul gagne-pain d'une personne, par exemple les ouvreuses, etc., je donne un pourboire très volontiers. Quels sont les services qui, à votre avis, devraient être gratuits? L'éducation nationale, la santé. Je crois que c'est tout. Je crois que ce serait formidable. La santé, l'éducation nationale, oui, je pense. Prioritairement. Est-ce que l'argent est pour vous une source de joie, de plaisir, d'inquiétude, de soucis, de problèmes? Personnellement, j'ai la chance de ne pas être tracassé par l'argent. Non pas parce que j'en ai beaucoup, mais parce que, bon, j'ai un travail certain, mon épouse a un travail certain, sûr, disons, assuré. Donc, on a de quoi vivre sans trop se faire du souci. Le seul plaisir, c'est pour moi de ne pas compter, être obligé de compter chaque sou que je dépense, y compris des petites dépenses. Quand j'étais enfant, je sais que chez moi, on comptait tout. Et par exemple, quand on allait faire les courses tous les jours au marché, mon grand-père qui faisait les courses, ou moi-même faisant les courses au marché quand j'étais jeune, il fallait qu'on fasse le compte, l'addition de toutes les dépenses, y compris le kilo de patates. Parce que vraiment, c'était juste. On faisait ça tous les jours sur un livre. L'argent est-il, à votre avis, un facteur de progrès, de décadence? Non, c'est une convention, disons, sociale, c'est pas un progrès. Quand j'étais utopiste, autrefois, je pensais qu'on pouvait vivre dans une société sans argent. Depuis, j'ai remis les pieds sur terre, je crois que c'est quand même pas rigoler. Est-ce que le système de l'impôt en Italie est différent d'en France? Non, c'est à peu près la même chose. La seule différence, c'est que le prélèvement est fait à la source. Si vous deviez inventer une monnaie, comment elle serait? Si c'est un souci esthétique, je chercherais bien entendu des personnages, un personnage féminin par exemple, de profil. Par exemple, au moment du 100e anniversaire de l'unité italienne, on a sorti une très jolie pièce de monnaie de 500 lire avec un portrait d'une femme de la Renaissance. Très très beau portrait, c'est une magnifique pièce de monnaie. Mais je trouve que la semeuse en France, j'aime beaucoup. C'est un personnage que j'aime beaucoup. Je l'aimais déjà quand j'étais gosse pour les timbres de France, et je trouve que c'est une très jolie pièce de monnaie. Je gardais la sameuse. L'homme interrogé a utilisé les mots suivants dans ses réponses: santé, convention, gérer, kilo de patates, renaissance, semeuse, tracasser, remettre les pieds sur terre, trousseau, embêtement, fourmi, utopiste, gagne-pain. Pouvez-vous dire à quel propos? Dossier 5, activité 8, argent des ménages. Écoutez l'enregistrement et répondez aux questions qui vous sont posées dans le livre. Bonjour. En France, ce sont bien les femmes qui tiennent les cordons de la bourse des ménages. Quand il faut parler des finances au quotidien, eh bien c'est vous, mesdames, qui décidez. Telle est la photo de société que nous donne ce matin le sondage Ipsos, effectué pour le magazine Budget Famille, auprès de plus de 250 couples. Certaines dépenses se décident à deux, comme les vacances, le logement ou dans une moindre mesure l'automobile, mais pour ce qui concerne l'alimentation et les vêtements, les deux postes les plus importants des ménages, eh bien c'est madame qui porte la culotte. Brigitte Becker a regardé des Françaises au fond du portefeuille. L'office des femmes est de rester à la maison et de garder le silence, préconisait entre autres Plutarque, qui n'avait certainement pas prévu qu'en 1907 on leur donnerait en France le droit de percevoir un salaire sans en référer à l'époux. Fin d'une époque bénie où la perverse n'a cessé de pousser l'avantage jusqu'à prendre la haute main sur la finance conjugale. 69% des couples interrogés avouent que c'est madame qui compte quand ils font les comptes, car plus inquiétant, pour 30% des ménages, personne ne s'occupe de ce sordide problème. Voilà donc la Française championne du crédit revolving et incollable sur le paiement
différé, raison peut-être pour laquelle un quart des couples déclarent faire banque à part. Mais à chacun ses sous ne signifie pas chacun chez soi, la moitié sait ce que l'autre possède sur son carnet de chèques. Discute-t-on argent dans les ménages? Oui pour 69%, mais jure la majorité, on se dispute rarement sur le sujet. S'il reste très conventionnel qu'elle gère le garde-manger et lui la voiture, le loyer, l'EDF et les vacances sont également partagés. Enfin, le ménage français est plus fourmi que cigale, qui préfère encaisser l'argent que le dépenser, sombre époque où il se pourrait bien qu'on n'ait plus eu le temps de faire les deux.